Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie d'accueillir Karima Sylvain, une leader engagée que je connais depuis quelques années maintenant pour être passée par AXA. Et son parcours est marqué par une carrière à la fois avec l'impact humain, mais aussi un leadership très fort. Karima nous raconte son parcours, elle nous partage son parcours, elle nous partage également toutes les initiatives en cours au sein d'AXA, comment engager les équipes lors des transformations, des grandes transformations. Elle nous parle également d'expérience client, d'impact de la technologie aujourd'hui, quand on voit tous les changements que connaissent les organisations. Nous avons également parlé de ses engagements au sein de l'EPID, donc l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Nous avons parlé de plein de sujets et je vous invite vraiment à écouter cet épisode et à me laisser vos commentaires et à partager avec votre communauté. Je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations proposé par Andrea Dicane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Dicane, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Bonjour Karima, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui au siège d'AXA. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi, Andrea, bienvenue. Merci. À nouveau. Je me souviens que tu étais parmi nous il y a assez longtemps quand même. Absolument, oui. Je suis un bébé AXA et j'ai passé près de 10 ans chez AXA Tech, l'entité Tech. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, une joie d'être avec toi. Je te connais depuis très longtemps, mais je pense que je ne te connais pas suffisamment. Et donc là, c'est une occasion pour moi de partager ton parcours, de ce super parcours et cette belle carrière. Et avant de commencer, je voulais comprendre quel est le fil conducteur de ta carrière, s'il y en a un. Alors, très sincèrement, je ne sais pas si on imagine, avant d'être là où on est, le chemin. Pour ma part, j'ai jamais eu de plan de carrière. Et j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. Je savais, j'avais des idées très jeunes. Quand on est enfant, à 6 ans, je me rêvais médecin. Je me rêvais un peu plus tard travailler dans les institutions internationales. Parce que essentiellement, moi, je suis née aux Comores, je suis née sur une petite île, je suis une enfant de milieu modeste, et donc ce qui a importé le plus pour moi, c'était de faire des études. Je suis arrivée en France, j'avais 6 ans, ma mère avait décidé de m'envoyer en France parce que il fallait qu'elle envoie un de ses enfants, et ça a été moi, un peu un choix dont je ne connaîtrai jamais la raison profonde, mais ça a été moi. Et du coup, à cet âge-là, ce que je voulais avant tout, c'était m'émanciper, être indépendante. Et donc, j'étais une enfant sérieuse qui voulait faire des études et puis être indépendante financièrement. Assez rapidement, l'idée d'aller dans la fonction publique m'est venue, l'intérêt général. Je suis rentrée à Sciences Po, j'ai fait l'ENA, et vraiment avec une idée assez large sur ce qu'était l'intérêt général. Et mon chemin m'a amené toujours vers des secteurs d'activité où il y avait une notion d'intérêt général. J'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la santé, un secteur qui est vraiment très très proche pour moi, dans lequel j'ai trouvé beaucoup de sens. Et en fait, l'assurance est venue naturellement parce que c'est très lié à la santé. Oui, ça, et donc, tous ces métiers de la protection. Donc, s'il y a un fil rouge, c'est celui-là, mais très sincèrement, c'est pas un fil rouge. C'est un fil rouge que je reconstruis a posteriori, mais qui n'était pas un fil rouge que j'ai écrit du tout au début de l'histoire. Et donc, je le sais, hein, donc tu es né aux Comores et donc grandi
là-bas jusqu'à 6 ans et donc venu en France. Et je voulais comprendre dans un premier temps, quand on arrive comme ça, est-ce qu'il y avait un rêve qui était derrière ce voyage, ce choix de venir en France? Alors le choix, au départ, il n'était pas le mien. C'était le choix d'une mère qui n'avait pas eu la chance de faire des études et qui à l'époque avait 3 enfants et qui se disait il faut que l'un d'eux ait la chance d'étudier et de se construire un avenir. Donc moi, je suis arrivée avec et très sincèrement, on m'a pas dit exactement je reviendrai jamais. et donc je suis arrivée avec on m'a dit tu vas faire un grand voyage. Et donc, en fait, on grandit avec une forme de responsabilité assez forte parce que plus on grandit, plus on voit qu'on a un niveau de vie, des études et qu'on a des frères et sœurs restés à l'autre bout du monde qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc moi, je suis une enfant qui a grandi avec une forme de responsabilité très forte en étant jeune. Donc les rêves qu'on a, c'est vraiment des rêves d'études, de réussite, de rencontres. Voilà, donc j'ai eu la chance effectivement d'avoir des facilités dans les études, et donc ces facilités m'ont aidé à faire et puis d'être aidée. Moi, quand je suis arrivée en France à 6 ans, je parlais pas français du tout, et donc j'ai eu d'abord une intégration à faire. Je suis en quelque sorte une migrante pour utiliser un mot moderne. Et donc, moi, j'ai eu la chance, je crois beaucoup en l'école républicaine. J'ai eu la chance de croiser sur ma route. Je me souviens, j'avais 6 ans, un professeur des écoles qui avait 2 enfants de mon âge, avec lesquels j'étais copine, et puis qui trouvait que j'étais douée, qui me faisait du coup des cours pour que j'apprenne plus vite. Et donc moi, j'ai aussi eu la chance de croiser. Je crois en l'entraide, je crois en la solidarité, je crois en l'égalité des chances. Je crois qu'on n'est pas assigné socialement, qu'on peut faire. On peut partir de pas grand-chose et arriver quelque part. Donc c'est vraiment ce qui a motivé toute ma vie et qui motive aujourd'hui une partie de mes engagements. Et donc oui, mes rêves, je les ai construits au fur et à mesure. Je dirais que le rêve d'indépendance et de réalisation était un rêve très fort parce que ma mère, même si elle était très modeste, n'avait pas fait d'études, était une femme indépendante qui se levait, qui dormait 4 heures par nuit et qui travaillait pour nourrir ses enfants. Et donc, du coup, ce rêve d'indépendance a été quelque chose de très, très fort pour moi. Et puis ensuite, ça a été une envie d'avoir de l'impact partout, dans les organisations, dans les organisations dans lesquelles j'ai la chance de travailler, parce que je pense que les journées n'ont que 24 heures et que c'est important quand on est quelque part d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Et je me demandais donc là, l'assurance, la fonction publique, est-ce qu'il y a un lien? Donc tout à l'heure tu l'expliquais, ce lien d'accompagner toujours et ces engagements que tu vis et que tu partages. Moi je l'ai vu aussi en tant que salarié AXA, cet engagement que tu as. Et je voulais comprendre juste quelles leçons tu tires de toutes ces expériences, que ce soit donc à l'hôpital là où tu travaillais et aujourd'hui dans ton poste de DRH. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Moi, je pense que je parlais d'intérêt général tout à l'heure. Moi, je crois en une forme d'intérêt général dans les entreprises privées. Et je trouve que dans un secteur d'activité comme l'assurance, qui quand même est très, très en lien avec les risques qu'il y a dans la société, sur lesquels on a un impact énorme, pas seulement l'impact que les collaborateurs ont au travers des actions de bénévolat, de volontariat, mais aussi des investissements que l'on fait, les transitions que l'on accompagne. Je trouve que l'impact de l'assurance dans la société est énorme. Donc moi, je me retrouve bien dans ces activités-là. Et je trouve, s'il y a une leçon que je retire, c'est justement celle du sens que l'on donne au métier que l'on fait, au secteur d'activité où l'on est. Pour moi, être dans un secteur d'activité qui a un impact dans la société est important. Et je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Ça touche toute la population. Donc moi, cette question du sens, elle me parle, elle me touche, parce que c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. L'autre enseignement
que je tire de mon parcours, c'est celui des rencontres et de l'importance de la culture dans les entreprises ou dans les organisations. Moi, j'ai la chance d'avoir à la fois été mentorée beaucoup dans les organisations dans lesquelles je suis. J'ai toujours eu quelqu'un qui m'a pris sous son aile. Et donc, je voudrais en profiter pour dire merci à l'ensemble de ceux qui m'ont tendu la main sur ma route, de ce professeur de CM1 qui l'a fait très tôt à ma première patronne, qui était une femme aussi, Rosemary, qui se reconnaîtra si elle m'écoute, et aux différents patrons que j'ai eus ici au sein d'AXA. Donc je pense que... Et moi, je suis quelqu'un qui... et c'est aussi une recommandation que je donne, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est une richesse. Et moi, je l'ai compris à un moment donné de ma vie, parce que... et je pense que si je ne l'avais pas compris à un moment donné de ma vie, je n'aurais pas eu le parcours que j'ai eu. Donc je pense que demander de l'aide, c'est important. Qu'en fin de compte, on découvre qu'il y a plein de gens qui sont prêts à vous donner de l'aide, beaucoup plus que ce qu'on ne croit initialement. Et moi, les rencontres m'ont énormément enrichi dans mon expérience personnelle, parce que c'est la rencontre de plusieurs mondes, de codes, y compris les codes de l'entreprise que j'avais pas forcément initialement. Et puis voilà, donc c'est aussi ma deuxième leçon. Merci beaucoup, Karima. Et ça me fait penser aussi, donc chez AXA, donc aujourd'hui tu es DRH, ton parcours, tu es passé chez AXA France aussi, et donc c'est une question en deux, mais la première question, c'est en termes de priorité aujourd'hui au sein d'AXA. Quels sont les axes sur lesquels tu travailles? Et je sais qu'on a parlé de mentorat, le mentorat, les actions qui sont en cours chez AXA aujourd'hui, qui ont été mises en place par AXA. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Alors nous, on a une politique RH qu'on a initiée maintenant depuis 2 ans qui s'appelle Care et Dare. Et moi, ce sont 2 mots auxquels je tiens parce que je trouve qu'ils reflètent bien l'histoire d'AXA. Pour ceux qui ne connaissent pas AXA et qui nous écoutent, AXA, c'est un groupe qui fête aujourd'hui, cette année, c'est 40 ans. C'est un grand bonhomme qui a créé AXA, c'est Claude Bébéar, qui reste une figure, une figure pour AXA, mais une figure en France aussi, parce qu'il a porté des idées qui, dans les années 80, étaient... le CV anonyme, par exemple, le chèque syndical, des idées qui, à l'époque, étaient extrêmement modernes et avant-garde. Et donc, c'est le fondateur d'AXA. En fait, AXA, depuis sa fondation, nous avons connu 3 CEO. C'est une entreprise jeune, et c'est une entreprise où il y a à la fois des changements, mais beaucoup de permanence. Et effectivement, ces 2 mots, Care et Dare, pourquoi et AXA, donc on est parti de l'histoire d'une petite mutuelle qui est devenu un groupe international, présent sur 51 pays. Et ça, c'est la notion de DARE, c'est l'ambition. C'est savoir repousser les limites. C'est justement rêver grand. Quand Claude Bébéar, dans les années 80, du fin fond de la Normandie, dit on sera le premier assureur français et un assureur mondial. Bon, à l'époque, certains riaient et il y a cru. Autour de lui, les équipes y ont cru. Et ça donne l'aventure incroyable d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, cette Care and Dare, ce qu'on met derrière, côté Dare, c'est vraiment de faire grandir encore plus cet esprit pionnier, de donner la parole aux équipes, de se dire que l'innovation, elle arrive dans les équipes. Et parfois, dans une culture comme la nôtre, qui est aussi très exigeante, eh bien, on ne met pas assez en lumière l'innovation du quotidien pour nos clients. Nous, on est une entreprise qui est très en avant sur les sujets climat. On a AXA Climate que beaucoup connaissent, où on fait des formations sur le climat. On a aussi poussé au maximum la prévention. On accompagne des entreprises dans leur transition où, en utilisant de la data, on arrive à faire de la géolocalisation, on arrive à faire de la souscription très avancée, intelligente, parce qu'on va non seulement pouvoir intégrer les données climatiques, mais aussi les données physiques et faire les choses plus vite. Donc, tout ça, c'est de l'innovation qui arrive dans nos entités, et qui arrive auprès de nos clients. Et donc, derrière le DARE, il y a le fait d'en parler plus, de le dire et de le faire beaucoup plus.
et donc quelque part de redonner la parole et de donner de l'empowerment à ces équipes qui font les choses au quotidien. Le DER, c'est bien sûr des très grandes acquisitions, des grandes sociétés, des choses qu'on lance, mais c'est aussi ce qu'on fait au quotidien pour changer la manière dont on sert nos clients. Et puis dans le DER, il y a aussi le fait d'embrasser ce sujet des compétences différentes. Tu citais ton parcours au sein des entités tech. Pour ceux qui connaissent pas l'assurance c'est de la technologie. Tu peux pas servir une police d'assurance si t'as pas un ordinateur. Ça, c'est très très clair. Et donc on est une entreprise très tech. L'assurance, ce sont des mathématiques et de la technologie. Et donc aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle, elle touche de plein fouet pour le meilleur nos métiers, parce qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus vite. Gagner du temps. On va pouvoir gagner du temps, on va pouvoir analyser des données, parce que l'assurance, c'est de la technologie et des données, c'est de la voix des clients qui appellent, c'est de l'image, ils envoient la photo de leur voiture endommagée, ou c'est de l'image complexe quand il y a des sites industriels à protéger. Et donc l'intelligence artificielle, elle permet de prendre tout ça et d'aller plus vite dans l'analyse et de servir plus vite les primes à nos clients. Donc le DER, c'est aussi former nos collaborateurs à l'IA, c'est investir fortement sur l'IA, parce qu'on veut effectivement porter AXA au maximum de ce qu'on peut être. Le temps qu'on gagne, c'est plus de services, c'est plus de conseils. Et côté care, le care, c'est notre métier. C'est vraiment d'assureur, d'accompagner nos clients dans les moments de la vie qui peuvent ne pas être les plus faciles. Mais c'est aussi accompagner nos collaborateurs. Nous, on a pris le parti d'aller au-delà de la vision traditionnelle de l'employeur. Je pense que le Covid nous a révélé à tous que, sur le fond, le besoin de protection était important et que l'entreprise avait un rôle à jouer. Donc nous, on a d'emblée mis en place une politique santé en 2020 pour les collaborateurs. Avant ça, en 2016, on avait été l'une des premières entreprises à mettre en place une politique parentale mondiale, pas seulement en Europe, pas seulement en France. Et à l'époque, on mettait en 2016 4 semaines de congé paternité ou de coparents. Aujourd'hui, on l'a porté à 8 semaines. En 2020, on met en place une politique santé mondiale. Et ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment les bilans de santé médicaux partout dans le monde, que tu sois en Inde, aux États-Unis, au Nigeria, en France. Le fait qu'après 40 ans, un bilan payé par l'entreprise, où tu vas dans une clinique, dans un hôpital, et tu as un examen de sang, tu as une mammographie, tu as un examen de la prostate, tu as un bilan de santé, parce qu'on veut investir, on est un assureur santé, on veut investir dans la prévention santé de nos collaborateurs. Et dans le volet care, on a rajouté 2 dimensions ces dernières années. Une dimension d'aide pour les personnes en situation d'aidance, qui aide un parent âgé, qui aide un enfant malade, un enfant handicapé, un enfant qui a une maladie chronique. C'est quand même 30% de la population mondiale qui est en situation d'aidance. C'est un sujet que je connais bien pour avoir été 2 fois une première fois il y a quelques années en aidant ma sœur qui était atteinte d'une maladie chronique et en aidant ma mère aujourd'hui. Donc je vois de près ce que la situation d'aidance impose comme aux proches, et puis quand tu as une vie professionnelle et une vie professionnelle remplie, ce que ça impose comme capacité logistique et d'organisation. Oui, parce qu'il faut prendre des jours de congé. Il faut prendre et donc nous avons donné 5 jours de congé au niveau mondial, découpables en demi-journée, donc 10 demi-journées potentielles. Lorsque quelqu'un, justement, est en situation d'aidance et doit prendre des jours pour accompagner un parent chez le médecin ou des enfants dans des situations de soins. Et donc voilà. Et le dernier volet qu'on a mis en place, c'est une protection mondiale contre les violences sexuelles, domestiques et intrafamiliales. C'est très large. On couvre dans le monde des situations très variées, des violences domestiques, de viols, de violences économiques, dont parfois on parle peu, mais qui existent,
de mariages forcés qui peuvent exister dans certaines parties. Donc voilà, donc on pense là aussi que tu peux pas dire en tant qu'employeur, bon, ça se passe comme ça se passe dans le cercle privé, on regarde pas parce qu'en attendant, la personne, quand elle vient au travail, elle ne se confie pas forcément parce que ce sont des sujets difficiles et lourds. Mais ce que l'entreprise peut faire, c'est pour ceux qui créer les conditions pour que les personnes se confient ou sachent à qui se confier en toute confidentialité. Donc nous avons formé et nous continuons à former des personnes dans chacune de nos entités qui peuvent prendre la parole de la personne qui est victime. Et ensuite, ces collaborateurs qui sont formés dans chacune des entités, qui peuvent être un HRBP, qui peuvent être une assistante sociale, qui peuvent être quelqu'un qui travaille proche du cabinet médical, ça dépend de l'entité. Eh bien, cette personne, une fois qu'elle est formée, elle peut solliciter des aides internes ou externes. On s'est retrouvé aussi dans des situations où on devait protéger le collaborateur parce que l'agresseur vient chercher le collaborateur au bureau. Donc, il a fallu qu'on aide des collaborateurs à retrouver un travail, à changer de numéro de téléphone. Enfin, ce sont des sujets lourds, mais sur lesquels on pense que l'employeur a une responsabilité. En tout cas, ne peut pas dire « c'est pas moi, j'y peux rien ». Il y a vraiment cette notion aussi de prendre le collaborateur dans toute sa globalité. De ne pas se substituer à son libre arbitre, de ne pas se substituer à son choix éclairé, mais de ne pas être indifférent et de mettre en place les aides et l'accompagnement utile. Nous avons beaucoup réfléchi aux sujets sur lesquels on voulait s'engager. La parentalité, l'aidance, les violences. On n'a pas choisi ces sujets par hasard. Ce sont des sujets qu'on connaît bien aussi en tant qu'assureur. On connaît très, très, très bien ces sujets en tant qu'assureur parce qu'on accompagne des familles. Et on s'est dit, ces sujets existent dans la société, ils existent aussi chez nos collaborateurs. Et donc, mettre en place la protection maximale pour nos collaborateurs, eh bien, c'est important. Voilà. Donc, notre politique RH, c'est vraiment ces dimensions de care et de DER sur lesquelles on essaye d'avancer. Ça prend du temps parce que la politique care dont je vous ai parlé, elle existe depuis 2016. On construit pas à pas. Et comme on est dans 51 pays, si vous voulez qu'elle s'incarne dans 51 pays, ça veut dire que vous formez les gens. La politique santé, ça veut dire que vous faites des partenariats avec des hôpitaux, des cliniques, des réseaux de santé dans chacun des pays pour faire. Donc c'est du détail. Voilà, c'est du détail et du travail de détail. Et moi, je souhaite encore une fois en profiter pour remercier les équipes RH qui sont celles qui créent ces politiques. Je ne suis pas l'inventeur de ces. Je tiens absolument à être claire là-dessus. Parfois, j'ai des idées, ça m'arrive, mais là, honnêtement, voilà, les réflexions et les idées viennent des équipes et la mise en œuvre qu'il y a derrière vient vraiment aussi des équipes. J'allais le dire parce que ça se répercute sur l'expérience collaborateur. Parce que moi, en tant que salarié, mais aujourd'hui avec mon regard extérieur, et c'est incroyable, l'image que AXA a de l'extérieur, elle est juste incroyable parce que il y a vraiment on voit vraiment toutes ces actions se répercuter, que ce soit sur des proches ou l'environnement dans lequel on est. Et voilà, donc je tenais à le souligner, cette image forte d'AXA qui est un groupe français, mais qui a ce rayonnement aussi partout dans tous les pays où ils sont implantés. Merci beaucoup, Karima. Alors, je voulais qu'on parle de tes engagements à l'EPID, donc l'établissement public qui accompagne des jeunes donc, en difficulté. Donc, je voulais comprendre un peu quel est ton rôle au sein de cette association et pourquoi c'est important pour toi. Alors, moi, je suis engagée depuis 2018. Alors, l'EPID, pour ceux qui ne connaissent pas, donc établissement pour l'insertion des jeunes dans l'emploi, c'est un établissement qui va fêter ses 20 ans cette année et qui accueille des jeunes décrocheurs à partir de 17 ans jusqu'à 25 ans dans un cursus où pendant, en moyenne 9 mois, mais ça peut être 12 mois. C'est un internat de semaines, mais les jeunes peuvent rester aussi le week-end. Il y a 20 centres en France. C'est un établissement public de l'État, à environ 1000 agents, donc c'est quand même assez grand. Et donc, c'est un établissement qui aide les jeunes à repartir en avant, après des périodes qui peuvent être assez difficiles. Certains des jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance, certains des jeunes
ont erré en étant sans domicile. Certains des jeunes ont quitté l'école à 14 ans et ont eu divers petits boulots. L'EPID accueille aussi des jeunes migrants, des jeunes bacheliers, mais qui sont un peu en recherche d'une orientation. Des jeunes de presque 40% de jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville. Et en fait, la vertu de l'EPID, c'est quoi ? C'est d'abord le cadre. Moi, les jeunes auxquels je parle quand je vais à l'EPID sont des jeunes qui me disent en premier, ce qu'on aime ici, c'est le cadre. Ce sont des jeunes qui ont erré et qui n'ont pas eu de cadre, soit parce que dans l'éducation familiale, il n'y a pas eu de cadre. Et donc, le cadre de l'EPID, c'est un cadre d'inspiration militaire. Il n'est pas militaire, il est civil, mais il est d'inspiration militaire. On se lève à 5 heures du matin, on fait son lit, on apprend à faire au carré, on fait le ménage dans sa chambre. Voilà, on apprend la Marseillaise, il y a le lever au drapeau. Moi, je suis extrêmement républicaine, et donc je me suis retrouvée dans cette notion de cadre qu'offre l'EPID. Et les jeunes, quand on les écoute, ça leur parle beaucoup. Et l'EPID, en fait, aide les jeunes dans les savoirs de base. Il y a des jeunes qui arrivent qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas compter. L'EPID les aide dans le fait de construire un projet professionnel. Au début, ils peuvent ne pas savoir ce qu'ils veulent être, qui ils veulent être, quel type de métier. Et donc, il y a des agents qui les aident par des ateliers, par des immersions, par des petits stages, à trouver leur voie. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand je rencontre les personnes qui viennent de faire la semaine d'intégration des jeunes, ils regardent leurs pieds, ils ne vous regardent pas droit dans les yeux, ils bredouillent. Et puis au bout de 9 mois, on a des citoyens qui vous regardent droit dans les yeux et qui savent quel est leur projet. Donc l'EPID, c'est ça. Moi, la route de l'EPID, je l'ai rencontrée par hasard. Dans ma vie d'adulte, j'ai eu des engagements de mentorat, d'association. Et puis un jour, j'ai été appelée par la ministre du Travail de l'époque qui m'a dit « mais je cherche un président pour l'EPID et ton parcours, parce que j'avais fait un peu de public et j'étais chez AXA, et je cherchais un DRH qui puisse aider l'EPID aussi à mailler un peu plus avec le monde de l'entreprise. » Alors moi j'ai dit l'EPID c'est quoi ? Parce que je dois confesser quand même, pour être complètement honnête, que c'était pas totalement évident. Et tout de suite j'ai dit oui. D'abord parce que je pense que on a une responsabilité d'aider. Et moi je me sens cette responsabilité de redonner, d'aider. Et je pense que c'est important d'avoir cet engagement-là. Et depuis je ne le regrette pas. Une seconde. Voilà. Alors, le rôle d'un président, c'est quoi ? C'est de présider un conseil d'administration où il y a, de présider un conseil d'administration où il y a beaucoup de représentants de l'État et où il y a des personnes qualifiées de l'extérieur. C'est d'aider la direction générale. Donc, c'est vraiment plus un rôle de l'ombre et aider à créer les ponts, à réfléchir, à challenger et puis un rôle de représentation aussi de temps en temps. Et moi, à chaque fois, je suis très heureuse d'aller dans les établissements à la rencontre des jeunes. Toujours une leçon d'humilité importante et une leçon de vie importante. Et puis à la rencontre des agents qui font un travail incroyable. Et chaque personne qui arrive au sein de l'EPID, c'est une vie qu'on met sur un chemin. Et donc les agents de l'EPID, je pense qu'ils ont cette fierté d'avoir cet impact et qu'ils voient au quotidien. Voilà. Absolument. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, il y a vraiment un pont aussi avec AXA, avec tout ce que vous faites chez AXA. Merci beaucoup, Karima. Je voulais qu'on parle de leadership. Oui. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le management, etc. Et je voulais mettre en perspective leadership et diversité aujourd'hui. On le voit très bien avec le vent de l'Est, ce qui arrive aujourd'hui, avec que ce soit les États-Unis, Trump, tous ces sujets autour de la diversité, de l'inclusion. Et donc, en tant que leader aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à tous ces sujets d'inclusion et de diversité ? Alors, nous, on a au sein d'AXA une histoire qui est très liée au sujet d'inclusion et de diversité, qui ne date pas d'hier. Hein. Donc, je pense que sur ces sujets, tout comme sur d'autres, il faut s'abstraire du bruit.
Voilà, donc moi ma conviction personnelle, c'est ça, c'est qu'il faut s'abstraire du bruit et qu'il faut continuer à tracer un chemin. C'est pas facile, mais c'est essentiellement ce qu'on doit faire. Au sein d'AXA, nous, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'on est engagé sur ces sujets-là. Je le disais en rappelant que Claude Bébéar était à l'initiative du CV anonyme. Et moi, je suis heureuse de voir tous les progrès que l'on a faits. Quand on voit la diversité de genre aujourd'hui au sein de notre COMEX Group ou de notre top 50 au niveau mondial, on a la moitié de nos directeurs généraux qui sont des femmes. Ça ne s'est pas fait en une nuit. Ça s'est fait en 25, 30 ans de travail. Et au fond, ça a été quoi le moteur clé pour arriver là, c'est s'assurer que les candidats à compétences égales avaient une égalité des chances d'arriver au job. C'est de ça dont on parle. Donc, continuer à faire en sorte que les processus de recrutement et de promotion soient le plus... Est-ce qu'il y a des biais? Il y en a toujours. Humains et machines, si on parle de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Mais faire en sorte qu'il y ait une transparence dans les jobs vacants, qu'on aide les candidats à se qualifier et qu'in fine on choisisse le meilleur dans les jobs, c'est ça qui fait progresser. Donc voilà, donc moi je dis, il faut la réalité de nos entreprises, c'est qu'on sert la société, que la société elle est diverse par nature. Nous on est sur 51 pays, par définition nos clients sont très différents. Donc voilà, donc je pense que tracer son sillon, aussi se réinterpeller. La semaine dernière, on a fait ce qu'on appelle un Daring Lab et on a invité 40 jeunes venant de justement 20 jeunes hommes, 20 jeunes femmes venant de toutes nos entités dans le monde pour réinterpeller nos politiques de diversité sur le genre en disant bon, voilà, et on leur a donné quelques thèmes. C'était très intéressant parce que ils sont venus avec plein d'idées et plein de propositions auxquelles, honnêtement, certaines on avait pensé, mais pas toutes. Et donc, moi, je trouve que sur ces sujets, il faut, faire en sorte d'amener le plus de monde possible à la table de discussion. Le pire, ce serait d'être dans un monde où les extrêmes, où les convictions s'opposent et où les gens ne discutent pas. Et donc, ce qu'on a fait la semaine dernière en termes voilà, c'était une forme de hackathon en une journée de réflexion. J'ai trouvé ça très intéressant comme méthode et il n'y avait pas de consensus. C'était pas un groupe de 40 personnes qui étaient dans le consensus. Quasi impossible. Voilà, c'était pas la recherche forcenée du consensus, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de créer la discussion, et d'apporter des points de vue différents autour de la table. Donc voilà. Bon, super, merci beaucoup Karima. On arrive presque à la fin de cette interview et alors tu nous as donné des conseils et je voulais savoir en tant que femme, quand on a une carrière avec des évolutions, quel est le conseil que tu donnerais? En fait, moi, c'est de profiter de chaque instant. Parce que, sans culpabilité aucune. Parce que forcément, homme ou femme, quand on a des carrières qui sont un peu comme ça, on travaille beaucoup. Et si, quand on travaille, on regrette et on a de la culpabilité parce qu'on n'est pas avec sa famille, ses enfants. Et puis quand on est avec sa famille et ses enfants, on a de la culpabilité parce que du coup, on n'a pas fait tel dossier, etc. Bon, c'est très... c'est très... Donc moi, honnêtement, ma meilleure arme, c'est d'essayer, quand je suis quelque part, d'en profiter. D'en profiter sans culpabilité et donc sans donc je pense que c'est le seul conseil. Pour le reste, on a chacun et chacune des recettes qui nous sont propres. Voilà. J'ai ému, en tout cas merci beaucoup, donc profiter en tout cas et de tracer sa route, sa voie. Merci Karima. Merci beaucoup, merci à toi. À bientôt. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.